Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Super. Alors, on va inviter Myriam. Hop. Hmm. Bonsoir Wipnou, bonsoir Myriam. Super. On va essayer de. Ah, je pense que. Super. Accepter. Alors, j'accepte Myriam. Bonsoir Wipnou. Bonsoir André. Alors. hmm. Bonsoir, désir d'enfant. Anne-Laure. Alors, Myriam ne peut pas participer. Bon, elle revient. Les aléas du direct. J'espère que tout le monde va bien. C'est super, on a du monde. On attend Myriam. On va parler d'endométriose avec EndoAction. Bonsoir Céliane. Je pense que Myriam revient. J'attends le... Ah super, Myriam demande. Hop. Super. Bonsoir, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, merci. C'est belle. Toi aussi, c'est Ça va, gentil. pas trop froid? Ça va, bah écoute. En même temps, on est encore en hiver, hein, donc Ouais. Bon, ben merci Myriam de... Bonsoir Estelle, on a du monde qui se connecte, donc bienvenue les filles quoi, et le oui. garçon. Je vois qu'il y a André qui nous supporte beaucoup chez Ninty et c'est toujours un plaisir de voir que ces sujets d'éducation touchent aussi, voilà, c'est des sujets de santé des femmes, mais c'est aussi des enjeux de société et que c'est C'est important que ça, ça touche le plus grand nombre. c'est Donc, ça. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, du coup. voilà, exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, déjà, je tiens à te remercier, Myriam, parce que on a fait ça de manière assez rapide et en même temps, je me souviens, on s'est rencontrés au salon Désir d'enfant. Bonsoir Estelle, bonsoir Virginie, les femmes canon. Et je me souviens que, en fait, c'était notre tout premier salon sur ces sujets-là. Et j'ai vraiment ce souvenir que sur les 2 jours, tu venais souvent sur notre stand pour nous rassurer, nous sourire, nous dire ça va les filles, ça va bien. Et c'était super parce que je me suis dit, bon, elle sent qu'on est nouvelle, qu'on débarque. Et je me suis toujours dit que j'avais vraiment envie d'avoir une conversation sur ces sujets voilà, qui nous touchent et qui touchent beaucoup, beaucoup de femmes. Et j'ai hâte, je suis très, très heureuse de ce live avec toi. Bah, merci de m'avoir conviée, c'est un plaisir partagé et c'est vrai Mhm. que bah, je pense qu'il y a des rencontres comme ça, ben voilà, il y a des connexions qui ne s'expliquent pas et bah, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et bon déjà je suis ravie de t'avoir rencontré et puis ben voilà, ouais, c'est donc dans la continuité et ben moi je crois aux belles rencontres et qu'on ne rencontre pas des personnes par hasard donc Mhm. donc voilà. Merci.
Merci. Alors, avant de te présenter et de laisser aussi la parole pour te présenter, je vais présenter Ninti et me présenter, parce qu'il y a quelques personnes qui ne nous connaissent pas forcément. Donc, je suis Fatoumata Ali, la cofondatrice de Ninti. Donc, Ninti, voilà, vous pouvez nous trouver sur nintyhealth.com pardon, et sur Instagram sur nintyhealth-fr-du-6. Ninti est vraiment née de nos histoires personnelles avec Olga, que j'aurais adoré avoir sur ce live parce qu'elle a aussi de l'endométriose et ça faisait vachement de sens de l'avoir avec nous, mais elle a eu un contretemps et elle avait d'autres choses à faire ce soir, mais ça sera pour une prochaine fois. Et suite à ces débuts de parcours, en fait, on a parlé avec plein de femmes et on parle avec des femmes tous les jours. Et on s'est vraiment rendu compte qu'on avait un vrai sujet, quelle que soit notre culture, notre niveau socio-professionnel, notre éducation, qu'on avait toutes quelque chose en commun. C'était une grande ignorance et un grand sentiment comment dire, de manque d'accompagnement sur des sujets liés à notre santé sexuelle et reproductive. De nos premières règles jusqu'à la ménopause, il y a énormément de moments qu'on va être amené à vivre, souvent qu'on est amené à vivre avec beaucoup de douleur et de peine. Et on se rend compte que ce soit sur le diagnostic de conditions comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques, que ce soit un deuil périnatal, que ce soit une périménopause, des règles très douloureuses liées à des infections dont on n'a pas forcément conscience, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui souffrent en silence. Et on s'est dit qu'on voulait lever ces tabous et accompagner. Donc, on a créé Ninti, donc qui est une plateforme, un village en fait, on aime appeler ça le village Ninti, qui accompagne les femmes à travers un réseau de professionnels, tant sur le milieu médical que des médecines, l'accompagnement émotionnel en fait, avec de la médecine douce. On a aussi des événements qu'on organise où on crée des conversations en cercle entre personnes sur différentes thématiques, donc du postpartum à la fausse couche ou arrêt de grossesse. Et c'est toujours des moments super parce qu'on se retrouve avec les femmes et il y a toujours une magie qui se passe. Et on a aussi cette ambition d'amener ces sujets en entreprise. Donc, on échange avec beaucoup d'entreprises de mutuelles parce qu'on est convaincu que la santé des femmes, la santé sexuelle et reproductive, c'est un sujet de société. Ce n'est pas qu'un sujet de femmes. Et il faut qu'on puisse amener toutes ces conversations dans les zones les plus retranchées. Donc, c'est un défi, mais on le fait avec beaucoup de joie et de passion. Et on rencontre surtout des femmes, beaucoup de femmes incroyables. Et tu en fais partie. Donc, déjà, Ouais, je voulais te dire ça, parce que c'est très vrai. Et, merci. et tu es la présidente de Endo Action. Voilà. Oui, Est-ce que tu peux te effectivement. présenter aussi et nous dire un peu plus voilà, Oui. sur toi, ton histoire? Donc, bah, je te remercie encore de me donner la possibilité de parler dans l'endométriose et de l'association. Effectivement, je suis la présidente de l'association EndoAction. Donc, EndoAction, c'est une association qui œuvre et qui milite pour la cause de l'endométriose. Mon parcours, je veux dire, bon, bah, je fais partie des 1%, des 10%, pardon, de femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc moi, j'ai un parcours assez, bon, je veux dire assez commun dans le sens où j'ai été diagnostiquée malheureusement tardivement parce que ben, encore aujourd'hui on entend beaucoup plus parler, mais on va remonter à il y a 10 ans, le mot endométriose était vraiment méconnu. Et donc, du coup, j'ai eu des symptômes, comme beaucoup d'entre nous, des symptômes de règles douloureuses. Euh, c'est normal, hein. C'est de l'humour, bien sûr, hein. C'est pas normal, hein. Mais bon, moi, j'ai grandi avec cette mentalité-là, que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Et j'avais notamment aussi beaucoup de problèmes de transit. Et donc, mon médecin traitant n'a jamais cherché plus loin. Il me disait juste que j'avais un intestin un peu fainéant qui expliquait ces problèmes de constipation notamment. Et en fait, j'ai été diagnostiquée suite à une occlusion intestinale, donc opérée en urgence, hein, parce qu'une occlusion intestinale, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intestin qui arrête de fonctionner, hein.
Donc, on m'opère en urgence et c'est donc après cette opération en urgence que l'on me dit que voilà, vous avez fait cette occlusion à cause d'une endométriose. Alors, endométriose, je ne connaissais pas du tout à l'époque. Un an après, j'ai été opérée donc pour cette endométriose. Donc j'ai eu la chance donc d'être prise en charge par un professeur spécialiste de l'endométriose qui m'a bien tout expliqué ce qu'était la maladie. Voilà, même si une lourde chirurgie m'attendait parce qu'effectivement j'avais une endométriose pelvienne profonde avec une atteinte digestive. Voilà, j'ai subi donc ma première opération de l'endométriose. C'était une lourde opération avec une stomie, donc une poche provisoire, parce qu'on a coupé un morceau d'intestin. J'ai donc été 8 heures au bloc, 24 heures en soins intensifs, hospitalisée pendant 15 jours et avec derrière forcément une longue convalescence. Donc voilà, ça a été dans ma vie enfin, même si le professeur m'avait expliqué, ben, entre forcément la théorie et la pratique, voilà, il y a toujours un écart. Et pendant ma convalescence, ben, c'est vrai que ben, voilà, ça remue. J'ai pas pu travailler parce que forcément, j'étais aide-soignante, donc je ne pouvais pas pratiquer cette activité puisque ça existe de la manutention et comme j'avais une stomie, bon ben voilà. Donc j'étais en arrêt pendant plusieurs mois et j'avais perdu énormément de poids. Donc voilà, ça a vraiment été une longue convalescence et aussi bien physiquement que psychologiquement, ça a été vraiment intense. Après, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre mon activité professionnelle, de reprendre ma vie. J'ai eu un traitement hormonal qui a bloqué mon cycle. Donc c'était une pilule en continu que j'oubliais régulièrement d'ailleurs et j'ai décidé du jour au lendemain de l'arrêter parce que voilà, j'avoue, voilà. Et en fait, l'endométriose a récidivé. Donc là, je me dis, ah non, donc autant la première opération c'était en 2009, là on est en 2012, je commence à avoir nouveau des douleurs, voilà, j'attends un petit peu, parce que faut savoir qu'évidemment, comme j'ai grandi avec la douleur, du coup j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est peut-être un peu plus fort que d'autres, et donc du coup, bah, faut vraiment attendre. J'attends vraiment que je peux plus pour me rendre aux urgences. Et en général, quand je vais aux urgences, on me garde, hein. Donc j'attends. Et puis bon, bah là, je vais aux urgences et là, on me découvre une insuffisance rénale lors de l'échographie. En fait, j'ai un nodule d'endométriose qui comprime mon urtère et qui met mon rein en souffrance. Donc, batterie d'examen, rebelote, et là je me dis, ah non, c'est pas possible, voilà. Donc je vais sur les réseaux sociaux et je tape endométriose, et là, waouh, je découvre que je ne suis déjà pas seule au monde, parce Mm. qu'autant à l'époque, comme voilà, j'ai pas eu ce besoin de chercher, voilà, puisque le professeur m'avait tout expliqué. Bon, je me pensais pas seule au monde, mais voilà, je me disais que mon cas, voilà. Et donc, en arrivant sur les réseaux sociaux, je découvre une communauté d'endo girls Les Endo avec, Girls. avec des groupes de parole. Et là, ben, voilà, super. La Et princesse Ellie Jolie qui dit Endo Sister. voilà, Endo Sister, Endo Warrior, Endo Girl, enfin voilà, une communauté de personnes, de femmes qui sont vraiment dans le soutien, dans l'écoute, et j'ai vraiment besoin de ça à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, lors de ma deuxième donc chirurgie, donc c'était en 2013, déjà la veille de mon opération, donc je rentre à l'hôpital, je mets un petit mot donc, sur un groupe de parole et je Mm. reçois plein de messages de soutien. Et donc ça m'a permis vraiment de mieux vivre mon hospitalisation. Et pendant ma convalescence, bah, du coup, je me suis dit bah, que j'avais aussi moi envie d'aider. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu associatif. J'avais jamais fait de bénévolat avant. Mais du coup, c'est comme ça que je suis rentrée donc dans le milieu associatif et Mm. dans lequel je me suis épanouie. Waouh. En t'écoutant à un moment, j'ai vraiment eu des. Je me suis dit,
Waouh, quel Bah, chemin. c'est un long chemin. Mm, Après, c'est vrai que de rentrer donc dans la communauté des endo-girls, bah, de rencontrer des femmes qui déjà on a ce lien avec la maladie, hein, et donc ça m'a permis de d'accepter parce que il y a un temps, hein, pour l'acceptation. C'est une maladie chronique, donc on sait que quand on l'a, bon ben, on en il a n'y a pour pas de un petit cure. moment. Voilà, c'est ça. Et donc de pouvoir échanger avec des femmes qui ont la même maladie, on n'a pas toutes le même parcours, mais on a ce lien. Ben ça aussi, ça m'a permis d'accepter. Ça m'a permis de dédramatiser certaines situations. Des fois, voilà, chacun il vit sa souffrance, sa douleur Mm, différemment, mais aussi ne pas se comparer, enfin, ne pas être dans le jugement, je mhm, trouve que c'est mhm, hyper important, et être dans la bienveillance parce que on se rendu compte que quel que soit le stade de la maladie, on peut avoir une endométriose superficielle et souffrir tous les jours, et avoir une endométriose profonde et ne pas trop souffrir. Donc voilà, chaque cas est différent, mais il faut apprendre à respecter et à rester dans l'empathie, dans la bienveillance, parce que c'est hyper important. On a déjà la douleur physique. Si en plus on a une douleur morale, ben voilà. Et donc ouais, c'est vrai que ce groupe de parole, que ces groupes de parole, enfin en général, ça permet bah, déjà aussi de trouver un espace dans lequel on peut se lâcher et dans lequel il n'y a pas de jugement. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est pour ça que j'ai décidé à mon tour de le faire pour d'autres, en fait. oui, et ça fait vraiment partie du chemin. Ce que j'adore, et je partageais ça cette semaine, une de mes parties préférées chez Minty, c'est justement quand on fait ces événements, quelle que soit la thématique, on sent qu'il y a un vrai besoin de libérer la parole. Voilà, Mm. et que c'est quelque chose qui fait partie aussi de la guérison, en fait, de partager, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, quel C'est que ça, soit le chemin qu'on est en train de traverser, que ce soit un postpartum, une fausse couche, une maladie difficile. Le fait de réaliser qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu le même chemin avec leurs propres perceptions, leurs propres émotions, et aussi de manière des fois très différente, souvent de manière très différente, ça fait vachement de bien, en fait. Et c'est ça. Et en plus de ça, de pouvoir échanger avec d'autres femmes, mm, qu'elles soient en début de parcours, je veux dire, juste diagnostiquées, ou des femmes qui sont diagnostiquées après des grossesses, enfin voilà, c'est vraiment, enfin moi, ça m'a déjà enrichi personnellement, et en plus, bah, pour accepter la maladie, pour trouver des petits trucs pour, voilà, la bouillotte, enfin voilà, des petits oui, conseils, des trucs qu'on se dit entre nous, ben voilà, et aussi de donner de l'espoir parce que parfois on est tellement fatigué, on souffre, on en a marre, et ben voilà, de pouvoir se confier et de recevoir en retour de la bienveillance, ben, c'est hyper important, quoi. mm, Et mm. c'est vrai que moi, ça m'a appris beaucoup aussi sur moi-même, hein, parce que jamais j'aurais pensé être, bah, devenir après présidente d'une association. Donc, voilà, c'est aussi, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui, il y a un écho, Oui, il y a un écho, ouais, quand tu mets le lien. de pouvoir aujourd'hui, c'est marrant, je m'entends, pourtant Oui, bon. on n'avait pas d'écho et là on a un petit écho Ben, c'est quand tu bizarre, parles. il y a quelqu'un d'autre, Les aléas du direct, c'est l'endométriose qui débarque. c'est ça. Donc voilà, donc je disais vraiment le fait de pouvoir être dans une association, de pouvoir parler, on me conseille de mettre mes écouteurs. Bah là, il n'y a plus d'écho tout d'un Oui, coup. là il n'y a Donc, plus d'écho. bon. Bah, si ça revient, je prendrai mes écouteurs. Et donc, c'est vrai que le fait d'être dans une association ou d'être dans un groupe de parole, ça m'a permis d'accepter la maladie, de mieux comprendre et de trouver des conseils. Et bah, avec le temps, c'est vrai que j'ai fait mon propre cheminement. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer mon association. Alors, c'est vrai qu'une association, c'est un investissement aussi, hein, ça reste du bénévolat, hein. Donc, je le fais à côté de ma vie professionnelle, privée, sociale. Mais c'est pour moi,
il y a beaucoup de reconnaissance et je le fais avec plaisir. Parce que bah, moi, on m'a aidé à l'époque. Donc, du coup, j'aime me rendre et j'aime apporter aussi du soutien, enfin, ce que je peux apporter, voilà, je veux dire, je le fais par plaisir. Après, c'est vrai que des fois, c'est du travail, hein, même si c'est du bénévolat, c'est du travail administratif, voilà. Mais on est une équipe et puis bah, même une petite famille hein, avec mon équipe de bénévoles. Et donc, je trouve que c'est important parce que qui mieux que nous peut dire les symptômes, peut expliquer à monsieur et madame tout le monde que l'endométriose, oui, c'est une maladie, aujourd'hui on connaît, mais c'est pas qu'une petite maladie de règles ou de problème d'infertilité. Non, c'est pas que ça. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui, quand j'ai la chance de pouvoir tenir un stand, que oui, le mot endométriose, ça y est, on le connaît. C'est Il est vrai là. que voilà, ça a fait son chemin. Mais ça reste encore voilà, assez limité dans la définition de la maladie. Mm. Et certaines personnes ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance parce que la maladie n'est pas reconnue, parce qu'elles ne peuvent plus travailler, parce que ça a impacté leur vie de femme, leur vie de couple. Hein. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voilà, il faudra du temps, hein, parce que malheureusement, on ne peut pas rattraper toutes ces années où on nous a pas considérés tout simplement. Hein. Moi, il y a des femmes de 60, 70 ans qui me disent parfois, ah bah si ça se trouve, j'ai eu ça, enfin j'avais ça, on m'a jamais diagnostiqué, mais voilà, je me reconnais dans les symptômes et donc là, on se dit que waouh, il y a une génération, même plusieurs générations Oui. de femmes qu'on a maltraitées en fait, qu'on n'a pas considérées et qui ont, bah voilà, qui ont vécu leur vie toutes seules dans la souffrance, dans l'indifférence. Et on est quand même en 2023, on est en France, donc voilà, il est temps que ça change. Ça commence à Ça changer. commence Il faut doucement. du temps. En plus, on a découvert l'endométriose, si je ne me trompe pas, en 1870, je Ah bah pense. oui, c'était pas hier, hein? Voilà, donc j'ai lu ça. En fait, on a fait un événement autour de Nancy Léon qui a écrit un livre, Endométriose et PMA, comment mieux vivre son parcours et qui raconte un peu son histoire. Et c'était aussi très touchant parce elle a mis 20 ans à être diagnostiquée. Et ce qui Mhm. était intéressant, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, elle racontait qu'elle savait très tôt qu'elle avait, voilà, elle sentait que voilà, il y avait que son corps lui disait des choses et que c'était très difficile de faire comprendre ce message, par exemple, aux différents médecins qu'elle voyait. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Donc, plein de femmes qui nous disent, on se, voilà, on sent que notre corps nous parle, on a une intuition, on se dit, il y a un truc qui cloche, mais on n'arrive pas à aller plus vite, à nous faire diagnostiquer plus vite, à Bah, avoir une prise en charge plus rapide. Et c'est du ça. coup, est-ce que tu as des pistes de réponse, en tout cas, pour qu'on puisse diminuer en fait ce délai de diagnostic qui est très très lent et que Alors j'espère aujourd'hui, un jour qu'on n'ait pas à mettre 20 ans pour diagnostiquer une femme de l'endométriose, quoi. c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, on connaît, on entend parler l'endométriose. Mm. À l'époque, on n'entendait pas parler, donc on savait pas. Et donc les symptômes, par exemple, si j'avais su, avant que ça me tombe dessus, que cette maladie existait, je me serais reconnue dans les symptômes, et peut-être que oui, effectivement, j'aurais été diagnostiquée plus tôt. Sauf que bah il y a des femmes qui vont consulter, qui ont les symptômes, qui connaissent peut-être même l'endométriose, mais si le médecin, la gynécologue, enfin le professionnel quel qu'il soit, n'est pas attentif euh, à, aux symptômes, et ben je veux dire, il va passer à côté. Et ça, c'est vrai que même si on commence avec la stratégie nationale qui a été mise en place, à mettre en place des centres de référence, dans ces centres de référence, il faudra aussi des professionnels qui soient formés. Mm. Et donc, on peut pas non plus, comme je viens de le dire, rattraper je ne sais pas combien d'années de retard. Et on ne peut pas non plus se prétendre spécialiste de l'endométriose du jour au lendemain, parce que c'est une maladie qui est tellement complexe
Je pense qu'il y a assez de professeurs qui disent, qui expliquent dans leurs conférences que les endométriosiques sont différentes, quoi. Mm, Donc, mm, on mm. peut pas, c'est pas une formation, je veux dire, typique, voilà, non. Et donc, il faut du temps aussi pour pour les professionnels de santé pour se former. Et donc, il faut faire attention, quoi, parce que quand on est diagnostiqué, il faut vraiment être suivi par un spécialiste parce Oui. que il est apte à nous suivre tout simplement et tout le monde ne l'est pas. Donc Ouais. oui, effectivement, Trouver la consulter bonne une personne. Et mentor. justement, avec EndoAction, vous avez des référencements de spécialistes. Alors Vous c'est vrai qu'on accompagnez a, les adhérentes justement sur ces sujets-là. c'est vrai que donc du coup on a un groupe de parole sur Facebook qui permet, donc c'est un groupe qui est réservé aux femmes. Euh, Pourquoi? Parce que du coup c'est vrai que quand on doit parler d'intimité, parce qu'il faut savoir que l'endométriose aussi peut provoquer des douleurs lors des rapports sexuels et donc c'est pas toujours évident d'en parler sur un groupe où il y a des hommes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de réserver ce groupe aux femmes uniquement. Et donc, pourquoi je parle de ça, je ne sais même plus du coup. Sur le référencement des Voilà, et spécialistes. donc, merci. Donc, du coup, c'est vrai que sur ce groupe de parole, quand une membre nous rejoint et nous demande bah, si on peut lui donner le nom d'un ou de plusieurs spécialistes ou de gynécologues qui connaissent l'endométriose, oui, on va les orienter parce on a mené des enquêtes et on a des retours de femmes qui ont été suivies par des professionnels de santé, gynécologues, sages-femmes, voilà, et dont certains sont mondialement connus, je dirais, mais d'autres un peu moins. Et donc voilà, on a des retours et du coup, on va orienter ces membres vers ces spécialistes-là. Mais il faut savoir aussi que la relation, je dirais, patient-professionnel de santé est aussi une relation unique, c'est-à-dire que on peut aller consulter un gynécologue spécialiste, ça se passe très bien, et une autre femme va aller consulter le même et va dire que non, ça s'est pas bien passé. Donc ça aussi, Oui, euh, c'est 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 très c'est au feeling comme on dit. aussi. Moi, je n'ai pas d'endométriose, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et je suis en parcours PMA. Et Mhm. c'est vrai que souvent, il y a vraiment un sujet émotionnel en fait. C'est est-ce qu'on se sent en confiance C'est ça. et c'est pas toujours, c'est justifié et en même temps, c'est pas forcément. Certaines personnes peuvent penser que c'est pas rationnel. Donc c'est vrai Et que il y a une errance médicale qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui doivent faire des centaines, je suis gentille en disant ça, des centaines de kilomètres pour aller consulter un spécialiste après 6, 8 mois d'attente. Et donc, mm, du coup, forcément, quand on attend ce rendez-vous, je vais pas dire que c'est limite comme le rendez-vous avec le bon Dieu, mais on est tellement dans une attente qu'on peut être déçu du coup parce que bah voilà, on a attendu, on a entendu parler de ce médecin, de ce chirurgien, et puis bah lors du rendez-vous, on n'a pas entre guillemets tout ce qu'on avait pensé, et donc du coup c'est parfois un peu compliqué. Il faut savoir que les chirurgiens, les médecins sont des hommes aussi, hein, et ils font ce qu'ils peuvent. Et donc nous, on essaye vraiment de recommander les spécialistes parce que il faut un suivi. C'est pas parce qu'on a été diagnostiqué, on a été opéré et que c'est bon quoi. Allez hop, mm, non, déjà on ne guérit pas de l'endométriose, hein, c'est une maladie incurable. On ne sait pas pourquoi certaines femmes ont l'endométriose, d'autres pas. Pourquoi certaines ont une endométriose superficielle qui va rester et d'autres une endométriose qui va se développer sur tous les organes, qui doivent se faire opérer régulièrement parce que l'endométriose récidive à chaque fois. On ne sait pas. Donc mm, c'est ouais. la recherche, elle est en cours. En Elle a attendant, été sous-investie aussi pendant bah, longtemps. ça Donc, c'est sûr. Bah, ça, je pense que si c'est- l'endométriose touchait les hommes, hein, je pense qu'on entendrait un peu plus parler depuis longtemps. Faut pas se leurrer, hein. Ben oui, il y a aussi on aurait ce trouvé côté. la cure, les Ah ben oui, médicaments. ça a arrangé beaucoup d'hommes de dire que voilà, on était des chochottes ou que voilà, endométriose, c'était pas sérieux. Enfin,
Mais non, c'est vraiment une maladie. Alors d'avoir ces règles, c'est normal, mais de souffrir pendant les règles, c'est pas normal. Et Mm. donc rien que ça, déjà, pour faire évoluer cette mentalité-là, parce il y a encore des femmes, il y a encore certains pays, certaines coutumes, dans certaines coutumes, c'est Ah encore oui, normal c'est de même dire pas un sujet d'homme, c'est un sujet de culture. c'est ça. Moi, j'ai très longtemps souffert j'avais des règles douloureuses, mais terribles, et je faisais des choses au niveau du travail où c'était pas du tout sain, mais j'avais intégré ça que avoir ces règles, avoir mal, c'est normal. C'est normal. Et je pense qu'on est très très nombreuses à l'avoir intégré et que ça prend même du temps à le déconstruire. Et moi, c'est assez tard, quand je fais le parallèle avec le SOPK, qui n'a pas de cure non plus, c'est très tard que j'ai compris ce que ça voulait dire en fait. Quand on m'a diagnostiqué de SOPK, la gynécologue, elle m'a dit il y a plein de femmes qui ont ça, c'est pas très grave, revenez me voir quand vous voudrez avoir des enfants. C'était un peu banal. Mhm. Et c'est très tard que j'ai réalisé que ça pouvait se transformer que beaucoup de femmes qui avaient le syndrome des ovaires polykystiques avaient plus de chances de développer un diabète de type 2, qui avaient un rapport direct avec son insuline, avec son niveau de fatigue, qu'il fallait avoir une hygiène de vie qui était un peu plus rigoureuse parce que du coup, le sucre peut provoquer certaines réactions et qu'il y avait plein d'études cliniques qui avaient démontré ça, mais je l'ai appris très tard. C'est très très tard que j'ai pris conscience de, de, de la partie préventive quelque part de ce syndrome et je ne sais pas si, je pense que dans l'endométriose, tu dois avoir des parallèles, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as mis en place sur ton quotidien, par exemple, ou de temps en temps, qui t'ont vraiment aidé à naviguer cette douleur? Et est-ce que tu as des choses qui t'ont vraiment, où tu te dis, waouh, ça m'a pas changé la vie, mais j'aurais aimé avoir cette information plus tôt, par exemple, à 20 ans et pas à 30. Alors, autant, tu vois, quand j'ai été diagnostiquée, c'est vrai que, bon, déjà, on apprend qu'on a une maladie, donc il y a déjà entre guillemets, ce choc. Et après, je me suis dit, alors en fait, toutes ces années où j'ai souffert, ben en fait, c'était pas pour rien ou c'était pas que j'étais chochotte. Donc déjà, tu te dis, bon, voilà, c'est ok, je suis malade, ça explique toutes ces années de souffrance, voilà. Après, on te dit, c'est une maladie qui est incurable. Donc, tu te dis, bon, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie, comment je vais faire? Et c'est vrai que du coup, d'avoir rejoint ce groupe de parole et d'avoir pu avoir des témoignages d'autres femmes, et ben après, je pense que c'est à chacun de mettre en place, de trouver des solutions pour essayer de gérer nos crises, nos moments où ben, forcément que ce soit dans le milieu professionnel ou dans les relations amicales, familiales, vie privée, c'est à chacun de trouver sa manière de comment communiquer, parce que pour mon entourage, ça n'a pas été simple non plus, hein, de leur faire comprendre que c'est pas une maladie, bah, je veux dire, commune, hein, une maladie chronique, que je dois vivre avec, que j'ai des traitements hormonaux qui influent mon humeur, mes émotions, me font prendre du poids. Enfin, tout ça, c'est pour l'entourage. Bon, déjà, pour nous, c'est compliqué, mais pour l'entourage, c'est pas non plus simple à faire comprendre. Quand j'avais des crises, je me rappelle au travail, bah, j'allais me planquer aux toilettes parce que j'avais pas envie bah, déjà d'expliquer, voilà. Et c'est pas que j'avais honte, mais voilà, j'ai essayé du moins de pas le montrer en fait. Mm, Et mm, bon, j'ai eu la chance d'avoir une équipe. Alors, je leur ai appris d'ailleurs cette maladie hein, parce qu'ils connaissaient pas non plus. Donc j'avais une équipe qui était très compréhensive et qui m'a soutenue pendant ces années où la maladie était là et a récidivé plusieurs fois. Mais ça n'a pas toujours été simple pour certaines collègues, voilà, ou pour certains proches de comprendre. Alors après, ben, malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris et qui sont sortis de ma vie parce que c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est aussi dans ces moments-là qu'on voit dans l'entourage mm. qui reste ou pas. Hein, parce que bah oui, notre vie change.
on ne peut pas, parfois, on va être invité, par exemple, le samedi soir. Eh ben, le samedi matin, on est bien, et puis 2 heures avant de sortir, eh ben, on a une crise, et donc on doit annuler. Et donc, ben, on va nous inviter une fois, 2 fois, mais il y aura pas de troisième fois pour certains. Donc après, ben voilà, c'est comme ça peut faire mal sur le moment, mais j'ai envie de dire que ben ça fait le ménage et que ceux qui sortent, eh ben ça permet aussi à d'autres de rentrer en fait dans nos Oui, vies. ouais. C'est super, c'est très intéressant ce que tu racontes parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Autant je trouve qu'on parle beaucoup de l'endométriose, de essayer de trouver une cure, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux et qu'est-ce qu'on teste. Autant je trouve que sur les conséquences sur le social, sur cet isolement en fait que ça peut développer. Et je me dis en plus chaque personne est différente et dans certaines régions on peut même être éloigné et se couper du monde. Et je trouve que c'est un sujet qui est très juste en fait. Donc, et, ouais, ça m'a fait penser à ça. Et je vois qu'on a des petits messages, donc je me dis que je vais. Alors, Princesse Jolie, consulter en centre de référence, oui, tu l'as mentionné. S'il y a des listes de centres de référence sur EndoAction, il y a un groupe Facebook, donc vous pouvez Nous aller refaire. retrouver ça sur Facebook. Et quel scandale de répondre aux femmes ainsi et de nier la douleur. Oui, ça c'est très, malheureusement, c'est encore commun, même si je connais énormément de professionnels de santé qui sont incroyables. Mais je sens quand même que, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, c'est comment tu réconcilies des fois cette relation euh, patiente, professionnelle de santé, parce qu'on a quand même énormément de femmes qui nous disent qu'elles se sentent pas écoutées, qu'elles ne se sentent pas comprises Mhm. et que les rendez-vous sont trop rapides, très rapides, que tout le monde est surchargé. Et Bah, ouais, c'est je veux simple. pas. Moi, je leur dis, si vous n'êtes pas satisfait avec votre médecin, Mm, gynécologue, sage-femme, eh ben vous changez. On a quand même la chance de pouvoir consulter des thérapeutes, voilà. Et il faut pas se rester avec un professionnel qui, qui ne nous satisfait pas ou avec lequel on n'a pas de bienveillance, voilà. Donc, mm, c'est important d'être bien avec son médecin dans les deux sens et il faut changer si on n'est pas respecté, si on n'est pas écouté, si on n'est pas soutenu, enfin accompagné, quel que soit le mot qu'on emploie. Voilà. oui, Donc, moi, je leur dis changer vraiment jusqu'à trouver la bonne personne. oui, mais même quand on doit se faire opérer, hein, une opération, c'est quand même notre corps, hein, donc, même si le médecin nous dit, bah, madame, vous devez vous faire opérer, eh ben, on peut demander un deuxième avis d'un autre chirurgien. Parce que, pas parce que le premier médecin a jugé, et attention, hein, je ne veux pas non plus, voilà, mais si on n'est pas sûr, il vaut mieux demander un deuxième avis. Prendre le temps de la réflexion, parce que si on n'est pas prêt psychologiquement à subir une intervention, bah, il y aura des conséquences hein, dans la convalescence, voilà. Donc, il faut être aussi prêt et avoir confiance, être à l'aise avec son gynécologue, son chirurgien. Et si c'est pas le cas, eh ben changer quoi Mm, jusqu'à trouver le thérapeute, le professionnel qui nous met en confiance, qui nous apporte, bah voilà, parce que oui, il y a le côté chirurgical, quand c'est pour une opération, hein, mais il y a l'accompagnement autour, quoi. Je vois des fois des femmes venir sur le groupe de parole qui arrivent avec plein de questions parce qu'elles n'ont pas eu le temps ou l'opportunité lors de leur rendez-vous de poser des questions. Alors, on m'a donné telle pilule, je sais pas à quoi ça sert. Il y a aussi, comment je veux dire ça, le côté psychologique, hein, mm, parce que le médecin, il va nous dire, vous devez vous faire opérer. Ah, bah ouais, mais quelle opération, pourquoi, et donc rassurer les femmes, leur expliquer déjà le pourquoi de l'opération, les conséquences, parce que ça aussi, les conséquences des chirurgies, et ça oui. aussi, Les ça adhérences.
Voilà, et puis c'est pas comme si on nous opère une fois et qu'on est guéri, hein. Non, malheureusement, dans certains cas, l'endométriose peut récidiver, même avec un traitement hormonal, parce que certaines ne sont pas, enfin, ne supportent pas ou ne tolèrent pas les traitements hormonaux, et donc malheureusement, elles devront, enfin, leur endométriose va évoluer, va récidiver. Ouais, très très juste. Et Et ça me fait penser à, sur Ninty, justement, on a des professionnels de santé qui viennent créer des comptes. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut créer un village de la santé sexuelle et reproductive pour Mhm, pouvoir offrir le maximum en fait de soins sur ces sujets-là avec un référencement aussi très, très strict. Et je me dis qu'on doit vraiment dédier une partie à l'endométriose parce que c'est ce que tu dis, c'est très juste, mais ne serait-ce que comprendre en fait, se préparer à une opération et à quoi ressemble l'opération. Tout ce que parce que très souvent les médecins, même quand on discute avec eux, ils nous disent on n'a pas le temps de tout partager. Et Google, c'est un peu la jungle, hein, faut le dire. Donc, c'est pas toujours le plus simple. Et je me dis qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation, en fait, sur toutes ces étapes, ces différentes étapes, qui peut-être quelque chose à faire ensemble sur ce sujet-là. mais oui, Et c'est ouais. vrai que attends, je vais aller chercher mes oreillettes parce que le fait de m'entendre. Ah oui, Euh, c'est vrai, tu c'est vrai t'entends que encore. Ouais. l'accompagnement psychologique, je dirais que c'est hyper important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de souffrance Mm. dans le fait d'avoir cette maladie chronique, d'être parfois dans la compréhension ou l'ignorance de nos proches. Et dans le milieu professionnel, moi, j'encourage aussi les femmes à en parler parce que si l'employeur n'est pas au courant, forcément, ben, on va se faire juger, ce qui est logique, hein. Et Mhm. excusez-moi. Et donc, du coup, quand on... Non, non, c'est pareil. Ça résonne aussi, hein. Ça résonne aussi. J'ai l'impression. Ouais. Moi, je t'entends, mais c'est... Est-ce que ça résonne ou... Non. Non, ça va. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que je disais dans le milieu professionnel, Mhm. c'est aussi important, quand on peut, d'essayer d'en parler à son employeur parce que, effectivement, si on est absent tous les mois, euh, bon, ça va poser souci. Mais si l'employeur est au courant que, ah, bah oui, vous avez de l'endométriose, donc voilà, ça peut aussi, enfin, on peut aussi se tourner vers la médecine du travail qui peut parfois proposer des restrictions thérapeutiques. Enfin, voilà. Et... C'est pas écrit sur notre tête, hein, c'est une maladie invisible, hein. Mhm. Euh, alors, ça la grésille. Ouais, ça grésille. Bon, alors je vais enlever du coup si ça Ah grésille du oui, coup. Donc, c'est vrai que moi, j'encourage les femmes, quand elles le peuvent, à en parler à leur employeur parce que celles qui l'ont fait, ça c'est en général, ça s'est bien passé parce qu'en fait, une fois que l'employeur sait, forcément, eh ben, il va essayer, quand c'est possible, hein, parce que voilà, c'est pas non plus tout le temps possible, eh ben, déjà de comprendre, hein, parce que forcément, si on explique qu'on a des crises, qu'on est plié en deux, qu'on peut pas à ce moment-là travailler, eh ben oui, ça va expliquer qu'on se mette en arrêt. Mais si l'employeur ne sait pas, eh ben, il va peut-être penser qu'on est juste fainéant ou qu'on n'a pas envie de, voilà. Excusez-moi, mon chat qui passe. Donc voilà, c'est pas toujours évident, mais moi j'essaie vraiment parce qu'on on en parle on commence à en parler dans les milieux professionnels et c'est oui. important, hein, Ouais. de C'est pouvoir très sensibiliser, important, ouais. Et on de le voit pouvoir aussi avec Ninty parce qu'on discute avec des DRH les DRH, exactement. et c'est pas gagné. Ah non, mais on est au C'est pas tout début, gagné, hein, on est au mais tout la début, hein. conversation commence à être là. La grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de, comment dire, d'études médico-économiques. Et malheureusement, aujourd'hui, les entreprises, elles ont un biais très, comment dire, de coût, c'est-à-dire Mm. concrètement, pour juger que ce soit important et pour que j'investisse et que je porte des politiques internes pour accompagner les femmes sur ces sujets de santé sexuelle et reproductive comme une condition comme l'endométriose, il faut que je comprenne en fait qu'est-ce que j'ai à y gagner.
Et du coup, tu arrives avec un biais qui est complètement différent où tu as, et même certaines femmes nous le disent, elles disent, je ne veux pas en parler parce que je vais en parler, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir à côté. Je ne sais pas Mhm. comment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une conversation qui est très difficile et je pense que ça bouge, je pense que ça va avancer, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et d'ailleurs, j'ai une fille qui m'a contactée, avec qui j'ai été mise en relation il y a quelques semaines. Et grosso modo, elle, ce qu'elle nous demandait, c'était je retourne sur le marché du travail, donc je vais faire des entretiens et je ne sais pas si je dois en parler. Est-ce que Alors, tu en parles pendant ton entretien ou pas? Est-ce que tu attends? Et du coup, toutes ces questions, aujourd'hui, je trouve que c'est maintenant qu'elles commencent à émerger. Il y a quelques années, mhm, c'était pas un sujet. Donc, je me dis, c'est c'est un ça. signal positif que des C'est, deux côtés, on commence à se poser ces questions et il y a peut-être du coup un petit mémo à faire ensemble sur l'endométriose en entreprise. mhm. Concrètement, quels sont les impacts, comment ça se manifeste et peut-être rationaliser aussi le sujet pour des DRH qui, aujourd'hui, encore en 2023, pour beaucoup, ont une vision très héroïste du salarié. C'est ça. Donc, Et c'est vrai que tu vois, on a donc l'année dernière, hein, on a évalué avec notre partenaire Héroïque Santé, on a fait un sondage parce qu'en fait, on n'avait aucun chiffre de ce que coûtait l'endométriose par mois, hein, donc de ce que coûtait la maladie à une femme atteinte d'endométriose. Donc du coup, on a réalisé un sondage et donc il y a environ 2000 femmes qui ont répondu. Et donc on sait aujourd'hui que le coût moyen de l'endométriose par mois pour une femme, c'est 150 euros. Donc, c'est qu'une moyenne. Mais c'est énorme. Quand on sait en plus que l'endométriose n'est pas reconnue, qu'on a des difficultés pour certaines à obtenir une prise en charge en ALD. Alors, ça dépend aussi dans quelle région, voilà. Il y en a qui arrivent à l'avoir rapidement, d'autres qui sont obligés de parfois faire appel, et même en faisant appel, elles n'arrivent pas à l'avoir. Donc, voilà, il y a vraiment encore comme tu l'as dit, du travail, hein. Mais voilà, on lâche rien de toute façon. Plus on sera visible et plus on sera on milite, hein, parce qu'on voilà, on n'a pas choisi hein, d'être malade. On est victime d'une maladie qui touche quand même 1 à 2 femmes sur 10 et c'est qu'une moyenne. Hein, là, c'est pour les femmes diagnostiquées. Peut-être que dans quelques années, on va dire que ça touche 3 à 4 femmes sur 10. On sait que l'endométriose peut avoir une conséquence qui est quand même une infertilité. Quand on sait en plus qu'on a des enfants de plus en plus tard. Donc voilà, comme tu l'as dit, il faut du temps. Je pense aussi que tout ce qui est prise en charge, donc là on a parlé de l'ALD, mais tout ce qui est prise en charge pour la médecine alternative, ça aussi, hein, ça a un coût. Donc là, il y a des mutuelles qui commencent aussi à se pencher là-dessus. Donc voilà, on voit que voilà, oui, j'ai ça vu commence la à, MGEN qui a fait un partenariat avec Liv, voilà, ça qui est une commence à bouger. organisation qui fait un super programme Bien oui, qui parce que s'appelle c'est vrai que tout ce qui est médecine Endoschool. alternative, ça a un coût. Alors ça aide au niveau de la gestion de la douleur, mais si on n'a pas les moyens de se le payer, ben voilà. Donc on est encore au tout début. Puis ben voilà, la recherche, on sait que ça a un coût aussi, hein. Et en attendant, bon ben il faut rien lâcher parce qu'on y a droit. Je suis désolée, hein. Il y a des dossiers MDPH aussi, hein, qui peuvent aider à, comment je veux dire ça, à être reconnus. Mm. Donc, je pense qu'on a les moyens, mais on manque encore de, comment je vais dire ça? Je vois ce que Ben, on tu peut veux pas, dire. On manque de stratégie, d'exécution, d'organisation. c'est ça. Et moi, je trouve aussi qu'on manque de données. Et un sujet qui me tient énormément à cœur, et je vais en parler avec toi, c'est Vas-y, t'en prie. notamment, alors, parce que chez Ninty, on lit beaucoup. Donc, on lit énormément de revues scientifiques, d'articles. On regarde aussi beaucoup ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que ce sujet, cette ambition qu'on a d'amener ces sujets dans le monde de l'entreprise, en France, c'est encore très pionnier, mais en Angleterre, il y a déjà énormément d'organisations qui accompagnent, qui mettent à disposition pour les salariés, et c'est l'entreprise qui prend en charge de l'accompagnement sur ces sujets-là.
Aux États-Unis, pareil, mais parce qu'on a des systèmes de santé aussi différents. C'est-à-dire qu'en France, on est beaucoup plus sur la cure. On va te guérir quand tu es malade. On n'est pas sur la prévention. Alors qu'aux États-Unis, il faut juste pas tomber malade. Donc, du coup, Ouais. une attitude beaucoup plus préventive et qui fait qu'on a un rapport à la santé qui est vraiment différent. Et ce que je trouve aussi très intéressant sur ce sujet de données, parce que je trouve qu'on manque de données médico-économiques sur plein de sujets, et on parle d'endométriose, mais à tous les niveaux, SOPK, postpartum, ménopause, sous-investi, sous-financé. Donc, on a un vrai sujet de stratégie nationale à porter en fait sur la santé sexuelle et reproductive. Et aux États-Unis, il faut énormément d'études ethniques, de statistiques Mhm. ethniques en fait sur les sujets de santé. Et ils ont fait énormément d'études sur l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, mais leurs grosses études, ce qui font beaucoup de médias, c'est tout ce qui est mortalité maternelle. Et Mhm. globalement, dans toutes les études, systématiquement, déjà, bon, toutes les femmes sont quelque part subissent, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Et en général, celles qui sont plus privilégiées ont plus accès aux soins et vont investir plus sur leur éducation pour mieux vivre leur maladie. Mais de manière Mhm. générale, elles sont toutes logées au même niveau. Mais les femmes africaines-américaines vont systématiquement être plus, comment dire, euh, plus discriminées en fait sur ces sujets. Et, et très souvent, donc il y a une étude que je lisais, parce qu'en France, du coup, je regarde un peu les études qui ont été faites sur ces sujets-là, mais comme on n'aime pas cette idée de données ethniques, donc c'est très difficile de mettre Ouais. des mots D'avoir là-dessus. des chiffres. Ouais. Mais j'ai trouvé une étude sur les césariennes, donc une étude de Ah. la revue scientifique européenne des migrations, Mhm. qui dit en gros que les femmes qui accouchent en césarienne, les femmes africaines sont plus souvent accouchées en césarienne que les femmes blanches. Et que Ah oui. grosso modo, 23%, le chiffre qu'il donnait, c'était 23% des femmes noires, en fait, d'origine africaine, étaient accouchées en césarienne, contre 13% chez les femmes blanches. Et je me demandais D'accord. si il y a aussi une étude sur les fibromes, mais qui est une étude norvégienne, je crois, donc qui aussi montre ces données, qui commence à sortir ces données. Donc je pense qu'on a un vrai sujet c'est-à-dire sur tout cet enjeu d'organisation, de mobilisation, de compréhension de la donnée médico-économique. On a aussi un vrai sujet d'intersectionnalité dans notre rapport à la science, en fait, sur ces sujets-là. Mhm. Et sur l'endométriose, est-ce que tu as des études, par exemple, voilà, qui aussi mettent en avant ces faits, ou est-ce que tu as l'impression qu'on est encore trop dans le tabou parce qu'on a une relation aussi, des fois aussi justifiée en France, hein, liée Mhm. à la donnée ethnique. Et comment est-ce que quelle piste de réflexion est-ce que tu imagines pour que les professionnels de santé, parce que nous on parle aussi avec des professionnels de santé et ils nous disent des fois, oui, on voit bien qu'on a une prédominance de femmes noires qui vont avoir Effectivement. X ou Y symptômes. Mais il n'y a Mhm. pas vraiment de De recherche. chiffres. Oh, ouais. Donc, comment tu crées aussi une cure qui soit une cure juste pour tout le monde? Mhm. Et aujourd'hui, quand je regarde les études scientifiques, les cures sont faites sur des modèles de démographie de femmes urbaines. Donc, Mhm. et je trouve qu'il y a une vraie réflexion là à avoir sur comment est-ce qu'on démocratise aussi en fait ces enjeux et comment est-ce qu'on porte vraiment cette approche intersectionnelle sur le sujet. Même si on Alors, n'aime pas trop ce mot en France, mais tu comprends ce que je veux dire. bien sûr. Et c'est vrai que c'est un bon sujet de réflexion pour collaborer notamment avec une association basée à l'île de la Réunion, l'association Endo Espoir Océan Indien. On avait, alors je peux pas te dire d'où vient ce chiffre, mais l'île de la Réunion faisait partie des 3 ou 4 premiers pays qui recensaient énormément de femmes atteintes d'endométriose. Alors, je pourrais peut-être retrouver les données ou d'où viennent. Mais donc, on sait que effectivement, euh, à l'île de la Réunion, du moins, il y a énormément de femmes qui sont atteintes d'endométriose par rapport peut-être en métropole. Alors, Oui, est-ce en termes que de département, ouais. Mm. c'est ça? Donc, alors après, je
je ne me suis pas plus penchée sur cette question-là. Mais c'est vrai aussi qu'il y a ce tabou. Alors ça, c'est culturel, hein, ça, voilà. Ce tabou de parler de règles, de problèmes de règles, d'infertilité. C'est vraiment ancré dans certaines cultures et ça prendra aussi énormément de temps. On va dire une femme noire qui n'a pas d'enfant à 20 ans, bah déjà voilà, sans avoir une maladie, c'est déjà bizarre pour certains. Alors en plus, si on leur dit qu'on est atteint d'une maladie, eh bébé, voilà. Donc voilà, c'est comme tout, ça va prendre énormément de temps parce que quand c'est culturel, forcément, bah, ça touche à des valeurs qui sont très profondes et c'est ça, c'est des générations, voilà. Mais bon, comme on l'a dit, il y a une évolution, il y a des prises de conscience. C'est pas parce que la grand-mère, l'arrière-grand-mère a souffert que les petits-enfants vont continuer à souffrir. Et je pense Mhm. que Internet, les réseaux sociaux, la libération de la parole de la femme, hein, les tabous, ben, forcément, se lèvent prend du temps, mais c'est voilà, on est sur le bon chemin, je dirais. Et alors après, c'est vrai que c'est difficile pour certaines femmes, même si elles savent qu'elles ont cette maladie ou si elles ont des symptômes, ça reste tabou d'en parler à leur conjoint déjà, parce que Oui, c'est une ça maladie reste qui très touche la tabou femme. et sur les sujets en tout cas de cure, parce que le rêve, c'est qu'à un moment, on puisse trouver une cure. À chaque fois, on se dit, il faut du coup que toutes les études cliniques qui vont être faites soient vraiment représentatives. Mhm, Et quand on sait qu'il y a une prédominance des fois dans certaines populations, je pense que c'est très important de les inclure très tôt. Et du coup, comment justement, c'est comment tu comme- écris, tu dessines ce travail, pour moi, qui est un grand défi aujourd'hui dans le monde de la santé en France. mhm. Mais ça serait intéressant effectivement de s'y penser. Et du coup, ça me fait penser à mon propre parcours où je suis passée donc par la PMA. Et donc en fait, suite à mes opérations, à mes antécédents, j'ai été dirigée, on m'a conseillé le don d'ovocytes. Et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, donc je me suis renseignée et en fait pour trouver un donneur, une donneuse, donc moi je suis dans le nord de la France, en fait on me conseillait soit Paris, soit à l'étranger. Donc du coup ça m'a aussi fait réfléchir que oui, en fait, donner ses ovocytes, pour les femmes d'origine africaine, les femmes noires, c'est pas, elles connaissent pas ou pas Oui, beaucoup. ouais. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un tabou, c'est alors, un manque de connaissances, Mm. d'informations. Mais alors, c'est déjà pas facile de trouver des donneuses d'origine française ou pas, voilà. Mais alors, d'origine africaine, c'est encore plus Oui, les compliqué délais parce d'attente sont que, beaucoup plus longs et voilà, parce que c'est ouais. pas dans les mœurs, si je peux dire ça Oui, comme ça. oui. Et donc Mm. voilà. Et alors qu'il y a la demande, je veux dire, surtout qu'on a Oui, une population qui se métisse de plus en plus. Donc voilà. Et c'est vrai qu'à cette époque, quand ça m'a touché, quand j'étais concernée personnellement, j'avais aussi, oui, eu cette petite réflexion me disant, bah oui, mais bah voilà, l'infertilité touche les femmes de toutes les origines oui, oui, oui. Ouais. et Et l'endométriose et les SOPK, enfin voilà. Et alors après, je ne sais pas, c'est déjà pour la recherche en elle-même, c'est déjà compliqué. Je pense que peut-être que ça se fera quand ils auront peut-être déjà trouvé des éléments de réponse sur pourquoi l'endométriose. Il y a un facteur génétique, hein, parce je pense mhm. que on se rend compte que dans certaines familles, c'est oui, malheureusement un héritage, voilà, hein, c'est héréditaire, pardon. Mais on parle aussi des facteurs, des perturbateurs, pardon, endocriniens. Donc ça aussi, c'est un vaste sujet. Et donc ça prendra des années aussi pour trouver un traitement qui corresponde. Enfin, voilà. Mais Mm. en attendant, nous, on est là avec Voilà. notre Donc, douleur. on peut créer de la prise de conscience aussi autour de ces sujets parce que je pense que c'est très, très important de Mhm. pouvoir. La recherche, c'est clé parce que quand on mesure les choses, on peut les nommer et on peut comment dire, on peut lever les tabous parce que ça C'est ça. existe. Et tant qu'on ne nomme pas, ça n'existe pas en fait.
Il faut en parler. Moi, je le dis régulièrement. Mm. Faut pas avoir honte. On n'y peut rien. Ça nous tombe dessus. Enfin, voilà. On doit accepter de vivre avec. On doit trouver des solutions, et de se faire aider aussi bien physiquement que psychologiquement. Il faut pas avoir honte, hein. Et après, c'est à chacun d'essayer, que ce soit la sophro, l'acupuncture, l'hypnose, enfin, voilà, les Mm. régimes anti-inflammatoires, enfin, tout ce qui peut nous aider, alors ça a un coût, on l'a dit tout à l'heure aussi, hein, mais tout ce qui peut nous aider à gérer nos crises, nos douleurs, ben voilà, parce que ce qui va aider l'une ne va pas forcément aider l'autre. Donc, Mm. et puis l'acceptation, la, euh, Le le fait de partage. vivre avec une maladie chronique, d'accepter que bah, parfois on va être bien, parfois on va être moins bien. La fatigue chronique, oui, bah, il faut accepter de se reposer, qu'on est différent un peu. Après, je veux pas stigmatiser, hein, on est des femmes avant tout, mais on peut pas toujours faire ce qu'on voudrait, donc il faut adapter notre vie avec la maladie. Super. Je me dis qu'on doit aussi refaire un live sur le parcours PMA. Je ne savais pas que c'était en parcours PMA, que tu avais fait un parcours PMA. Bah, j'ai eu un petit parcours PMA parce que bon, bah, voilà, c'est vrai qu'avec les chirurgies, tout ça, Mm. ça a eu des conséquences aussi sur mon corps, du coup, voilà. Mais j'ai été ménopausée précoce aussi, donc à 40 ans, j'étais ménopausée précoce, donc bon, voilà. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait faire un live sur ce Ben sujet. ouais, plein de thèmes sur. C'est un vrai sujet aussi, même si chaque histoire est unique et il n'y a pas une endométriose pour toutes les femmes. Il y a plusieurs formes d'endométriose. Je trouve que c'est super important de. Je crois énormément au pouvoir des histoires. Et chez Ninti, c'est aussi ça qu'on a envie de raconter. C'est au-delà d'offrir du soin et de l'accompagnement, c'est Mhm. raconter des histoires. Comment est-ce qu'on arrive à lever les tabous, à libérer cette partie de cette voix-là. Et, euh, et les histoires, c'est puissant. C'est très puissant. Et c'est vrai que les témoignages aussi, je sais que, oui, parfois on me dit, waouh, t'as vécu tout ça. Mais moi, j'ai réussi à en tirer une force. Après, c'est pas donné à tout le monde non plus, j'en ai conscience. Je pense que de faire du bénévolat, tout ça, ça m'a aidé, hein, et ça a fait ce que je suis aujourd'hui. L'acceptation, le fait de pouvoir prendre du recul, parce que voilà, c'est depuis 2013 quand même que je suis dans le milieu associatif, donc on est en 2023, enfin voilà, ça fait 10 ans. Tiens. Ah, j'ai fêté ça, tiens. Mais voilà, il faut aussi, enfin, il y a la prise de recul, l'acceptation, le fait de rencontrer plein de femmes superbes avec des femmes fortes qui ont des témoignages, des parcours de vie atypiques. Bah, tout ça, ça nous apporte. Et alors oui, aujourd'hui, je suis présidente d'une asso, mais avant d'être présidente, je suis une femme atteinte d'endométriose qui a son propre parcours, son propre vécu, ses propres souffrances, que ce soit physique, psychologique, et j'essaye vraiment d'apporter aux autres. Alors après, c'est aussi des prises de conscience, hein. Certaines, c'est vrai, elles vont se dire, ouais, mais bon, elle dit ça, elle n'est pas à ma place. Non, et je serai jamais à votre place. Je suis à ma place déjà, voilà, j'essaye de prendre ma place, mais j'essaye d'apporter de l'espoir, du soutien. Je dis moi, mais c'est mon association, hein, je parle au nom de mon association, bien sûr, d'apporter de l'espoir, du soutien, du réconfort. Parfois, c'est vrai que c'est des petites phrases, c'est des petits gestes qui vont faire que, ah oui, elle comprend, elle m'a entendu, elle m'a donné le nom d'un médecin, je vais essayer, voilà, de consulter celui-là, ça va aller avec celui-là, peut-être pas avec celui-là, avec un autre. Voilà, Mm. voilà, c'est des petits bouts, c'est comme un puzzle, des petits bouts, et puis Ouais, après, c'est à chacun de construire son puzzle et d'avancer au mieux. Alors certaines, on va réussir à les aider, d'autres pas. d'autres pas. Ouais. Et Après, chacun son chemin aussi. C'est le principal, il y a d'autres associations. C'est à chacune de trouver ce qui lui apporte le mieux et d'avancer avec ce qu'elle peut, quoi. mm. Et je n'ai pas vu le temps passer. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on parle. C'est ça, il faut me débrancher au bout d'un moment. Je pense qu'on est bien. J'en profitais pour voir monter. T'en prie, t'en prie.
Mais voilà, non, c'est vraiment important aussi d'avoir ce réseau. Ben voilà, on s'est rencontrés lors d'un salon et ben voilà, Grâce aujourd'hui on à est là Anna, pour discuter. désir d'enfant. Oui, bon, d'ailleurs, si elle, ouais, si elle est là, on lui fait des bisous parce que c'est Ouais. vraiment aussi grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Et d'avoir un réseau, c'est vraiment primordial parce que, moi, je dis pas qu'on fait rien quand on est tout seul, mais c'est toujours mieux d'avoir un réseau de partenaires, de collaborateurs, de thérapeutes, de professionnels auquel on peut justement, bah, on sait qu'avec telle personne, bah, ça, il va vous apporter ça. Les Mm, spécificités de chacun vont faire que voilà, on aura un panel de compétences et à apporter à chacun. Et ça, c'est top, quoi. c'est clair. Terminé, j'avais une dernière question. Mhm. Euh, Comment est-ce qu'on peut voilà, adhérer à Endo Action? Où est-ce qu'on peut te trouver? Et, Alors, donc, on est assez actifs sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est vrai que ce soit Facebook, Instagram, on est même sur TikTok, Twitter. Donc, vous pouvez adhérer via un lien à Eloasso, pardon, qu'on communique régulièrement. Et après, on est aussi à la recherche de bénévoles. Donc, si vous avez du temps, si vous avez envie, je veux dire aussi, hein, de nous aider à militer pour cette belle cause, ben voilà, vous êtes les bienvenus. C'est être bénévole, ça apporte beaucoup aussi. J'ai régulièrement des bénévoles qui me le disent que ben elles pensaient pas ressentir ou vivre tout ça parce que c'est des mm, expériences humaines aussi, hein. Et voilà, c'est important de rejoindre une association dans laquelle on est bien, de partager des valeurs communes et de créer un réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bah, rejoignez-nous sur Endo Action et merci beaucoup de nous avoir conviés ce soir, de m'avoir permis de parler de la cause, de parler de l'association. Et j'espère qu'on aura l'occasion, oui, c'est moi qui vais être invitée du coup la prochaine fois. Ah, mais on a plein de sujets là. On a d'endovocytes, PMA, Voilà, travail, endo et travail. Donc, voilà. on a de la matière pour faire des choses. Donc, merci beaucoup, Myriam. T'en Pour prie, Ninti, vous merci à pouvez nous toi. trouver sur le lien dans notre bio. Donc, aujourd'hui, Ninti, c'est vraiment un village pour se soutenir, s'accompagner, trouver des professionnels aussi de santé, tant au niveau médical qu'émotionnel, pour aussi vous soutenir. Donc, c'est nintyhealth.com. Vous pouvez créer votre profil et rejoindre notre communauté pour participer à des événements en physique sur Paris, peut-être bientôt dans le Nord. Et, Ou alors c'est moi qui descendrai sur Paris, c'est pas grave. voilà, voilà. Je mettrai le Merci, lien aussi pour adhérer à l'association Endo Action, c'est avec complètement. plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Une bonne soirée, à Bonne bientôt. Au soirée. revoir.